Bon, alors c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Pour commencer, et je suis ravi de constater qu'il y a un très grand nombre de participants à cette téléconférence, pas loin d'ailleurs du nombre de membres de la commission consultative, donc une forte assiduité pour cette réunion de lancement qui est importante, parce qu'elle va donner effectivement, comme vous l'avez évoqué, l'impulsion pour le mandat. Et puis, j'avais pris quelques notes pendant que vous faisiez votre présentation, et en fait, c'est à peu près celle que vous avez mise en conclusion. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai préparé, après discussion notamment avec Guénel Carlier chez vous, résonne beaucoup avec l'action que vous menez déjà. Donc, l'idée, c'est pas spécifiquement de vous dire que vous pouvez faire mieux, vous faites déjà très bien, mais effectivement de donner des idées de ce qui se passe un petit peu ailleurs aussi, et ça peut être des nouvelles idées pour le nouveau mandat. Avec notamment cette commission consultative telle que vous l'animez, et puis le pendant technique que vous mettez en place et que vous proposez d'institutionnaliser, je pense qu'il y a vraiment un cadre fondamental pour une bonne gouvernance, justement, entre le syndicat, qui est un organisme un peu expert sur l'énergie et opérateur, et puis des collectivités qui vont être plutôt animatrices, planificatrices, naturellement par leurs compétences. Alors, donc, pour vous présenter effectivement, donc en deux mots, moi je suis Yannick Régnier, je suis responsable de projet territoire au CLER. Le CLER, enfin, on s'appelle aussi Réseau pour la transition énergétique aujourd'hui. C'est un réseau de 300 acteurs de toute nature. Il y a des collectivités, des entreprises, des associations, des personnes publiques. Nous sommes un réseau, comme vous pouvez le voir ici, qui est en particulier accompagné par les pouvoirs publics, ADEME, Banque des territoires, Agence nationale de la cohésion des territoires, et on a aussi une aide régulière de GRDF. Alors, déjà deux, trois mots sur territoire énergie positive, ne serait-ce que pour apporter un petit élément de peut-être clarification. Vous avez pu en entendre parler les uns et les autres par le biais d'un appel à projet que la ministre Ségolène Royal a lancé en 2017, Territoire à énergie positive pour la croissance verte. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a initié une action, nous, en 2011, qui a inspiré cet appel à projet, pardon, en 2015 d'ailleurs, pas 2017, mais l'appel à projet était une sorte de prolongation, extension, mais qui n'était pas tout à fait, je veux dire, la nature de l'action qu'on menait précédemment. Donc, pour clarifier, c'est une ambition qui est celle, effectivement, pour un territoire, d'aller vers le 100% énergie renouvelable, voire plus que 100% énergie renouvelable. C'est une logique de calcul mathématique. La production locale, l'idée, c'est qu'elle dépasse la consommation locale globale du territoire. Mais c'est aussi et surtout une approche un peu particulière, qui est celle de mettre l'énergie au cœur du projet de territoire. Si vous avez suivi un petit peu, juste pour prendre un petit exemple, le cadre de la nouvelle contractualisation que l'État va proposer au territoire là en 2021, le contrat de relance et de transition écologique, c'est un cadre qui demande à ce que la transition écologique et la cohésion des territoires soient formalisés au cœur d'un projet de territoire qui lui-même fera l'objet d'une contractualisation avec l'État et du coup de possibilités de financement. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on dit depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui enfin, devient stratégiquement, je pense, clé pour les territoires. Et le dernier élément, c'est un projet porté par et pour les acteurs du territoire, alors sans exclure les acteurs externes, mais avec cette pensée territoriale de l'action et notamment dans une idée de créer de la valeur au profit des collectivités, des acteurs locaux, notamment les entreprises et des citoyens. Et peut-être pour prolonger un peu, mais sans aller dans le détail de ce diagramme-là, si vous voulez, c'est vraiment l'idée de dire que l'énergie, c'est un peu le sang du développement, de manière générale. Elle va impacter différents enjeux de développement durable qui vont de l'enjeu économique à l'enjeu démocratique, en passant par évidemment les questions environnementales, mais aussi sociales. Vous avez évoqué par exemple la précarité énergétique, mais on va évoquer un petit peu, par le biais de ma présentation, aussi des questions de cohésion territoriale, relations entre territoires, notamment par exemple urbain-rural, donc que l'énergie permet tout à fait d'aborder. Et pour conclure, et puis effectivement étendre un peu l'intention de la commission consultative de transition énergétique à une échelle qui est l'échelle nationale, c'est qu'on fait un peu le même métier finalement que celui que vous proposez à l'échelle du Calvados, qui est l'animation de réseaux.
et la mutualisation d'actions à notre échelle. Et vous avez ici une carte des différents adhérents qui sont à la fois des collectivités locales, territoires de projet, un certain nombre de syndicats d'énergie par ailleurs, et puis des structures, ce sont plutôt les points bleus, qui peuvent être des structures privées, cabinets de consulting ou d'ingénierie publique comme des agences locales de l'énergie, par exemple. Alors venir peut-être, moi j'ai travaillé depuis une dizaine d'années en mettant le développement au cœur de notre travail sur l'énergie. On a évidemment des questions économiques et financières qui apparaissent rapidement. Je vais juste tracer deux, trois un peu éléments déterminants autour de ça. Le premier, c'est la notion de facture énergétique. Je regardais un petit peu pendant la première partie de la présentation les accompagnements que vous faites des plans climat. J'ai l'impression que vous faites un exercice justement de chiffrage avec les intercommunalités des dépenses globales faites par les acteurs d'un territoire, donc un territoire, en matière d'énergie. C'est absolument déterminant. C'est-à-dire que là, j'ai pris un exemple qui est un territoire de la Drôme qui s'appelle la Biovallée, une cinquantaine de milliers d'habitants. On a une facture énergétique cumulée de 125 millions d'euros. En partie, du coup, des petites boucles locales qui sont finalement des boucles de production d'énergie renouvelable locale qui, elles, au lieu d'être une fuite d'argent en dehors du territoire, sont en fait de la création d'activités. Et donc, un objectif de territoire à énergie positive, objectif au sens énergétique, c'est aussi un objectif de relocaliser ces 125 millions d'euros de factures énergétiques et évidemment en la baissant en premier lieu par des efforts d'économie d'énergie, notamment sur les questions de bâtiment, mais aussi la mobilité. Pour faire cet exercice de relocalisation de factures, il faut consentir à quelque chose au préalablement. Ce sont des investissements. Ces investissements sont très structurants, sont très importants. Je garde le même territoire pour vous donner un ordre de grandeur. Sur un plan d'action sur une dizaine d'années, 2020-2030, pour passer de 14% à 40% de couverture par les énergies renouvelables de la consommation, donc faire un gain de 25 points, on a 400 millions d'euros d'investissement qui ont été chiffrés en besoin d'investissement, à peu près moitié-moitié sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est énorme. Et la question du coup qui se pose, c'est qui peut investir? La réponse habituelle qu'on fait, alors je vais faire plutôt un petit propos sur les énergies renouvelables, sont généralement des opérateurs énergétiques nationaux, bien connus, mais aussi peut-être plus locaux, mais souvent des grands opérateurs extérieurs qui ont ces capacités d'investissement. L'idée pour nous aussi, travaillant sur une logique finalement de développement local, c'est de se questionner sur la place des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et en prenant un exemple, puisque c'est le territoire fondateur, nous, du réseau Territoire Énergie Positive il y a 10 ans, qu'un petit territoire de Bretagne qui s'appelle le Menet, dont vous avez éventuellement entendu parler, dans les Côtes-d'Armor, qui, eux, sont partis dans leur culture du développement local sur se dire quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on a sous les pieds, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête, donc les ressources naturelles renouvelables, en même temps se dire et qui sont chez nous les acteurs en capacité finalement de transformer ces ressources-là latentes en projets et donc en transformant en projet, en production d'énergie renouvelable et en production de richesse. Et vous avez finalement un petit panorama là par quelques images des filiations entre ressources, acteurs et projets menés. Et c'est très structurant. On a un éleveur de porc qui a initié une unité de méthanisation territoriale de grande ampleur, qui était la première en France. Mais on a aussi des citoyens qui sont investis dans un projet, qui ont investi dans un projet d'éolien à hauteur d'un tiers des investissements, des filières bois locales, etc. Et ça caractérise un axe structurant de leur stratégie de développement économique. Alors, pour autant, le Menet, c'est un territoire particulier, dans le sens où ils sont aussi fondateurs, reconnus comme tels, du développement local, justement, dans les années 70, du temps où l'État était assez centralisateur et les politiques assez descendantes. Et donc, que peut-on faire dans un territoire où on part peut-être avec une histoire un peu moins marquée sous cet angle-là? C'est penser la constitution de ce que nous, on a appelé, avec un chercheur géographe il y a 5 ans, des opérateurs énergétiques territoriaux, qui sont en fait des structures en capacité justement de porter des investissements structurants sur un territoire, avec un ancrage en termes de capital et de possession de l'outil, en fait, local. Ce local, il peut être de nature différente. Il peut être public. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'une structure un peu, on pourrait dire,
père ou mère hein, des projets d'énergie renouvelable territorialisés, qui est Cergy, qui est par ailleurs une entreprise locale de distribution et locale d'énergie, dans un cadre un peu particulier. Hein. Mais il y a aussi des structures privées, alors citoyennes, avec l'exemple d'Éoliennes en Pays-de-Vilaine, hein, qui a porté le premier projet intégralement financé par les citoyens en éolien sur le territoire du Pays de Redon, ou des acteurs agricoles, et ça c'est l'exemple des fermes de Figeac, coopératives agricoles qui, depuis une dizaine d'années, multiplient les investissements dans un ensemble de moyens d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, ça leur permet de travailler sur des nouveaux axes de développement, y compris non énergétiques, parce qu'aujourd'hui, ça leur donne une trésorerie significative. Peut-être, du coup, sans rentrer dans les détails de ce diagramme-là, préciser une chose, du coup, importante. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'une éolienne, au sens du développement économique local, n'est pas égale à une éolienne. C'est-à-dire que la manière dont, justement, est porté le projet dans sa structure un peu capitalistique, ça va générer des retombées locales de nature différente. Je ne m'attarde pas tout à fait sur ce diagramme-là, mais en gros, quand on investit, ben, on a les retours de son investissement et on a aussi la capacité de faire des choix sur les prestataires de mise en œuvre du projet, que ce soit pendant la construction ou au niveau de la maintenance et de l'exploitation. Et une étude allemande, justement, a chiffré un peu la différence d'ancrage local de la valeur que ça peut générer. Et on arrive à des diagrammes de cet ordre-là. À gauche, vous avez en fait, sur la durée de vie d'un parc éolien, alors j'ai oublié de mentionner 7 éoliennes de 3 MW, donc un parc significatif, mais pas hors de taille, quoi. On a 100 millions d'euros générés sur une vingtaine d'années, je ne sais plus si c'est 15 ou 20 ans ici, de durée de vie calculée. Enfin, les éoliennes durent plus longtemps, mais le calcul est fait sur une vingtaine d'années. Et au milieu, on a, dans le cadre d'un portage local, la partie de la valeur qui reste locale. Évidemment, les éoliennes sont rarement fabriquées dans le Calvados. Enfin, elles peuvent l'être en partie d'ailleurs sur des éléments de production, mais pas les éoliennes en elles-mêmes. Donc forcément, une partie part, mais une partie significative peut rester. Et si le portage est externe, on voit c'est à droite, c'est beaucoup plus congru, quoi, la portion qui est locale. Et en gros, si on réinjecte à ce diagramme-là, bon, je vais pas dans les détails parce qu'il y a des subtilités autour des loyers, mais on a à peu près 4 fois plus de valeur locale qui peut être ancrée par un projet intégralement porté localement par des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, par rapport à un projet porté intégralement en externe. Tout en mentionnant d'ailleurs que tout type hybride, hein, c'est-à-dire moitié local, moitié externe, moitié public, moitié privé, tous les types de montage juridique aujourd'hui sont possibles. La différence simplement entre ces deux situations-là, la richesse ne vient pas de nulle part, c'est que dans le cas du projet local, évidemment, l'investissement doit être local. Donc, il faut savoir d'où et de qui peut venir la capacité d'investissement. D'où cette notion d'opérateur énergétique territorial. Sans aller dans les détails, hein, un exemple pour montrer jusqu'où ça peut aller la valeur locale générée par les projets d'énergie renouvelable. Un territoire allemand, à la frontière d'ailleurs de la France, 137 communes, on pourrait dire que c'est un pays quoi, en termes de typologie de territoire, a pris cette décision justement de relocaliser sa valeur, la facture énergétique, 350 millions d'euros pour eux, avec du coup des actions très anciennes, hein, il y a 25 ans, mais une stratégie équivalente à un plan climat en 2010. Eh bien, ça a conduit en une dizaine d'années à 2 milliards d'investissements, portés à 10% par le local, pas plus, hein, mais aujourd'hui, on a un chiffrage à 44 millions d'euros par an de valeur locale qui retombe. Alors encore une fois, ça ne vient pas de rien. Ils ont quand même, à l'échelle de ce territoire-là, 300 éoliennes. Mais c'est pour dire qu'en fait, on ne parle pas vraiment de sujets anecdotiques d'un point de vue économique, c'est absolument structurant. Alors, pour revenir maintenant peut-être au sujet justement de la question du lien entre territoires et de ce que peut faire demain la commission consultative pour la transition énergétique, justement, cadrage un peu analytique de différents types d'actions qu'on peut mener. Donc, on a fait pour ça une étude, nous, il y a 4 ans, au clair, qui était un peu particulièrement liée aux questions urbain-rural. Mais finalement, cette typologie d'action en commun entre territoires, elle est valable, y compris entre des territoires de nature identique, hein, notamment rural-rural. On a des questions du coup de planification et de coordination, avec des structurations filières qui parfois ne sont pas les plus pertinentes à l'échelle de l'EPCI. On peut des fois être sur des échelles supra. Des fois des questions de flux, que ce soit des flux de véhicules, des flux de matière,
ou des flux d'énergie qui vont assez naturellement transiter d'un territoire à l'autre. Ou d'ailleurs des questions de planification partagée. À quelle échelle, par exemple, fait-on le plan climat? Est-ce que c'est le PCI ou une échelle supérieure, intercommunale, notamment l'échelle du schéma de cohérence territoriale, par exemple. Après, on a des questions de mutualisation. Bon, j'y reviens par des exemples après, donc je ne vais pas détailler. Mais aussi, ces logiques d'échange. Si jamais, l'énergie, elle circule, hein, je veux dire, même si vous ne pensez pas à la relation entre territoires, l'énergie, elle va circuler d'un territoire à l'autre naturellement. Un territoire n'est pas une île. Et on peut penser, un peu comme en matière d'agriculture, finalement, des liens autres que des liens de consommateurs qui vont dans des supermarchés. On peut avoir des liens solidaires, ça peut être l'équivalent d'AMAP, hein, de panier de production, d'investissement par un territoire urbain, par exemple, dans une ferme à l'extérieur de son territoire, et puis ça ferait venir les produits chez lui, etc. Voilà. Mais il faut bien imaginer que dans l'énergie, quasiment tout est possible, un peu à l'instar justement de ce qu'on peut faire en matière de nouveaux circuits alimentaires ou de circuits courts alimentaires. Alors, peut-être pour être un peu plus concret et plus ancré dans des actions précises, je vais prendre 3 exemples de territoires qui justement menaient des actions de mutualisation assez intéressantes. Le parc des Grands Causses, qui est un parc naturel régional, donc un territoire de projet, territoire qui regroupe plusieurs intercommunalités. Ils ont beaucoup d'éoliennes installées depuis longtemps, qui sont dans des dynamiques d'investissement privé, hein, majoritairement d'acteurs extérieurs. Et à un moment donné, ils se sont posés. Il y avait un problème d'acceptabilité, hein. Les éoliennes devenaient de plus en plus difficiles à installer parce que les habitants commençaient à trouver qu'il y en avait beaucoup et puis à ne pas trop voir l'intérêt pour le territoire. Le parc s'est positionné à travers son schéma de cohérence territoriale en posant une règle juridiquement faible mais politiquement forte, qui est de dire tous les futurs projets, les grands projets d'énergie renouvelable, notamment éoliens, devront à hauteur d'un tiers être détenus par les collectivités locales et idéalement aussi les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qui va conditionner la manière dont les futurs projets vont se faire. La question de la filière bois et notamment l'installation de chaufferies bois. Ils ont quelques villes d'un peu grande taille sur lesquelles des grandes chaufferies avec réseau de chaleur émergeaient assez naturellement et pouvaient être portées par des acteurs privés. Mais la question était celle d'équiper des petits villages avec des chaufferies bois. Et en fait, le modèle économique de cet équipement de petits villages ne fonctionnait pas très bien. Et donc, le territoire a décidé de créer une société d'économie mixte pour mutualiser les investissements, exactement, je pense, dans la culture des syndicats d'énergie, hein, qui est celle de dire certains investissements sont plus rentables, les lignes électriques sont moins chères, hein, au kilomètre en ville évidemment qu'à la campagne. Et ben, par souci un peu de solidarité et de mutualisation, on va créer un outil unique, investir dans une grosse chaufferie à Saint-Afrique, donc elle est une des grandes villes en fait, du territoire, pour nous donner après les moyens d'investir dans des plus petites chaufferies. Et puis le dernier élément qui ressemble un petit peu au travail que vous avez amorcé, au moins sous l'angle Atlas, c'est celui d'une cartographie de là où on peut faire des projets solaires. Mais là où ils ont été un cran plus loin, c'est celui d'accompagner les communes dans le cadre d'opérations groupées d'équipements solaires de leur toiture, en tout cas pour les bâtiments publics. Avec 2 choix d'ailleurs laissés aux communes, soit après que les toitures aient été identifiées de manière un peu mutualisée par le syndicat de pays, soit laisser la commune investir, soit proposer un tiers investisseur choisi par le territoire pour faciliter les investissements. Et ça a généré vraiment une multiplication significative de projets. Autre exemple, alors vous évoquiez justement l'Agence locale de l'énergie. Je comprends avec l'approche que vous avez aujourd'hui très ouverte et très en partenariat avec les EPCI que la question de la pertinence d'une ALEC puisse se poser chez vous, hein. Mais là, en l'occurrence, historiquement, on a eu justement une ALEC à Bordeaux, sur la métropole de Bordeaux et la Gironde, qui s'est créée. Et on a justement quelques exemples, alors aussi pour montrer d'autres dynamiques de solidarité. Par exemple, alors elle s'appelle Bordeaux Métropole parce que Bordeaux Métropole finance beaucoup l'ALEC, comme le département de la Gironde, et le service de conseil en énergie partagée, un service qui est majoritairement, lui, destiné aux collectivités de petite taille. Donc on voit bien même que l'entité ALEC, du coup, devient une entité finalement mutualisatrice et de solidarité entre territoires intrinsèquement. Donc, vous avez évoqué les économes de flux, c'est la même chose, hein, c'est une intervention au profit des communes sur l'amélioration de leur patrimoine public et de sa gestion. Mais on a aussi, j'y reviendrai un peu après, donc je ne vais pas détailler, le fait que l'ALEC, avec ce statut un peu métropolitain et départemental, accompagne Bordeaux Métropole à tisser des coopérations équilibrées avec des territoires voisins du département.
Et puis le dernier élément, qui est aussi dans une logique de prolongation de choses que vous faites, c'est celle d'aller vers une planification énergétique, donc avec des outils de cartographie, comme j'ai identifié chez vous Mapeo, hein, c'est ça qui est un outil de cartographie que vous avez mis en place, en plus d'ailleurs du cadastre solaire. L'idée, c'est d'aller assez loin, mais dans l'accompagnement de la planification opérationnelle urbaine. Typiquement, quand on identifie la consommation, par exemple, de bâtiments, notamment des bâtiments publics, mais pas que, d'éventuels potentiels énergies renouvelables. Alors, en particulier, je pense au réseau de chaleur. C'est quand on a identifié des gros pôles consommateurs d'énergie, on peut se poser, notamment en chaleur, on peut se poser la question d'outils mutualisés, encore une fois, de production d'énergie, que serait une chaufferie connectée à un réseau de chaleur. La FNCCR est extrêmement active sur ces questions de réseau de chaleur en ce moment, donc je ne doute pas que vous en entendiez parler. Et là, on est sur un outil d'accompagnement finalement à l'aide à la décision sur la programmation de ces gros investissements urbains que sont des réseaux de chaleur. Et alors le dernier que vous connaissez peut-être, hein, parce que pour le coup, c'est un syndicat d'énergie départemental comme le vôtre. En Vendée, nous on travaille depuis longtemps avec la Vendée, ils sont administrateurs de notre réseau depuis beaucoup d'années, fait partie, je pense, des pionniers dans la production d'énergie renouvelable locale. Donc j'évoquais les opérateurs énergétiques, hein. Enfin, avant qu'on les appelle comme ça existait déjà en Vendée, c'était une régie il y a 10 ans, qui est devenue d'ailleurs une société d'économie mixte entre-temps. Et vous avez quelques chiffres à droite, c'est des investissements très significatifs, hein, 65 mégawatts éoliens, sachant qu'une éolienne, c'est à peu près 2,5, ça fait déjà pas mal d'éoliennes, du photovoltaïque au sol, de la méthanisation, voilà, vraiment de grosse capacité de production. Et je commençais par ça parce que, à la suite de ça, et notamment dans la dynamique finalement de 2015 de la création de la commission consultative de transition énergétique, il y a eu une réflexion très rapide sur l'appui aux intercommunalités, mais avec d'ailleurs une logique d'aller assez loin, notamment dans un accompagnement financier. Et à la fois, il y a un réseau départemental énergie-climat qui ressemble à l'espace, hein, dans lequel on interagit aujourd'hui, mais il y a même un cofinancement des postes d'animateurs au sein des EPCI. De la même manière que le syndicat de Vendée a fait le choix de financer au sein des EPCI, alors EPCI seuls ou mutualisés d'ailleurs, en fonction de la taille, des plateformes territoriales de la rénovation de l'habitat. Aujourd'hui, les syndicats d'énergie sont très bien positionnés, notamment avec le programme ACTE, sur le financement de la rénovation de bâtiments publics. Et la question après, c'est qui va accompagner la rénovation privée. Alors, ce n'est pas nécessairement le syndicat, mais en tout cas, il peut éventuellement apporter une aide financière et créer finalement un écosystème qui va bien. Alors, peut-être je vais vous demander combien de temps il me reste. J'ai peut-être pris un peu de temps. Ça va, oui, ça ne va pas trop tarder, mais ça va encore. J'aurais pu m'arrêter, mais s'il y a quelques minutes. Encore 5 minutes, ça va aller. Pas de problème, 5 minutes, c'est terminé. Et du coup, peut-être dans cette question des coopérations entre territoires, évoquer un exemple un peu particulier. Hein, je vais vous parler de travaux qu'on a menés, comme d'ailleurs le cabinet Transition, avec lequel on a beaucoup interagi et qui a produit des travaux intéressants, sur le lien entre urbain et rural. Alors vous, ça concernera plutôt, on va dire, peut-être la métropole de Caen et puis les territoires du Calvados plus globalement. Alors, partant d'un constat, on a ce dessin-là que j'aime bien parce qu'il est absolument non réaliste. C'est une vision un peu d'artiste de ce que pourrait être la ville durable demain. Enfin, ça n'existera jamais, hein. On n'aura jamais des tramways en pleine campagne ou des tracteurs à côté de l'autoroute. Enfin, si, à côté de l'autoroute, oui, mais pas en ville. Donc, en fait, globalement, l'urbain et le rural ont toujours des particularités et vont les garder. Et la question, c'est de bien identifier justement les particularités et les interdépendances. L'urbain va concentrer naturellement des activités économiques et des services, et le rural, aujourd'hui, en demande des services. En revanche, le rural a des ressources énergétiques et alimentaires, hein, c'est à peu près la même chose. Ressources naturelles égale, espace égale ressources naturelles, alors que l'urbain, dès lors qu'il veut aller loin dans sa transition, aura besoin de s'approvisionner en ressources. Je pense par exemple au bois pour des chaufferies bois. Et puis, on a aussi des dynamiques qui relèvent de dynamiques de mobilité, des travailleurs qui vont aller en ville, mais qui habitent plutôt à la campagne. L'urbain va avoir des capacités d'ingénierie et d'investissement plus importantes que les territoires ruraux, mais c'est peut-être là où peuvent se faire des projets, notamment des grands projets d'énergie renouvelable. Et puis, évidemment, la question de la nature, et puis ce pourquoi les urbains aiment bien les respirer en dehors de chez eux de temps en temps. Et en fait, il est important de commencer à
à créer une visualisation de ces interdépendances sous logique de flux. Sans quoi, ces logiques finalement de transit entre territoires, généralement, elles passent complètement en dehors des radars. Donc, première chose, bien visualiser. Est-ce que le bois circule d'un territoire à l'autre? Par rapport aux consommations d'énergie, d'où viennent globalement les productions? Sur la mobilité, comment les gens bougent de quel territoire à quel territoire? Tout ça détermine des consommations d'énergie. Deuxième élément, une fois qu'on a révélé justement le fait qu'il y a de la circulation et donc qu'il y a des interdépendances, c'est de se poser la question de l'équilibre de la relation. Je reprends l'exemple du bois parce qu'il est caractéristique. J'avais à un moment donné pas mal travaillé avec la métropole de Lyon, qui est très active sur l'équipement en chaufferie bois, mais pour ça, elle allait chercher de la ressource sur un moment donné un quart de la région Rhône-Alpes. Alors, elle n'épuisait pas la ressource, mais elle allait loin de chez elle pour la chercher. Et parfois, les territoires ruraux étaient se sentaient un peu colonisés, pour utiliser un terme un peu brutal, et en tout cas sentaient qu'il y avait quelque chose de pas équilibré. Et ben, l'idée justement de matérialiser ces relations, c'est de se dire, dans un dialogue, hein, il faut se mettre autour de la table, comment on peut construire une relation équilibrée, comme on dit un peu souvent, gagnant-gagnant. Parfois, on ne va pas se poser la question juste sur un champ, qui est par exemple celui du bois énergie. On va se dire, si un territoire a beaucoup de bois et apporte du bois à un territoire urbain, qui évidemment le paye, hein, d'une part, mais si on veut penser une relation un peu équilibrée, le territoire urbain peut accompagner, par exemple, la mobilité ou la structuration d'axes de mobilité, aussi au bénéfice des territoires qui dépassent purement l'agglomération. Et aussi, je pense qu'il faut éviter de se cantonner sur des logiques, une métropole, un territoire juste à côté. Souvent, en fonction des différentes ressources qui circulent, on peut avoir intérêt à aller voir plusieurs territoires et des territoires sur différentes périphéries et différentes couronnes. Voilà. Quelques petits éléments méthodologiques juste pour aller sur cette question de l'urbain-rural plus spécifiquement. Mais à mon avis, globalement, tout ce qui est mutualisation que j'ai évoqué précédemment correspond encore un peu plus précisément aux travaux de la commission consultative. Et je m'arrête juste en mentionnant justement quelques travaux récents qu'on a menés, notamment un rapport dont j'ai donné quelques très rapidement ici sur la création de valeur par la transition énergétique territoriale. Hein. C'est un rapport qui m'a occupé 2 bonnes années. Et puis ces travaux sur à la fois les opérateurs énergétiques et urbain-rural qui sont disponibles et accessibles librement. Voilà, j'en ai terminé.